Imaginez, vous avez mobilisé des centaines de mains aux quatre coins de la planète pour extraire des matières premières, les transformer, les assembler, les transporter, les stocker et les détruire. C'est ce qui arrive chaque année à des milliers de tonnes de produits neufs en Suisse. Comment en finir avec ce gaspillage? C'est le sujet de cet épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la destruction de produits neufs par les plateformes de vente en ligne. À l'heure de l'urgence écologique, détruire des objets fonctionnels semble une aberration. Pourtant, dans un monde dopé par la surconsommation et la recherche de nouveautés permanentes, c'est un usage courant. Pourquoi et comment mieux consommer? Au-delà du gaspillage et de l'obsolescence programmée, j'en parle avec Joëlle Hérin. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Joëlle, tu es experte en système de consommation chez Greenpeace Suisse. Après une première vie en tant que physicienne, tu as développé une expertise sur des sujets de durabilité comme la consommation, la mobilité, l'énergie, au sein des ONG et du secteur privé. Commençons par un exemple pratique. Imaginons, j'ai acheté ce micro sur Galaxus. Je n'en veux pas, je le retourne. Est-ce qu'on est en mesure de savoir ce qui devient ensuite? Que ça a été commandé chez Galaxus ou pas, on en sait très peu sur ce qu'il advient des produits qui ont été invendus, qui sont restés dans l'inventaire des magasins ou des plateformes en ligne, ou de ceux qui ont été retournés par les consommateurs. Le Conseil fédéral avait essayé d'en savoir plus. Ils ont publié un rapport en mars 2023 où on espérait trouver des chiffres, justement, que ce soit pour les textiles ou l'électronique. Ce rapport a apporté très peu de lumière sur le sujet. Ils ont par exemple mentionné que, après avoir posé des questions aux incinérateurs, ils ont mentionné que, du point de vue des incinérateurs, il y aurait une fourchette entre 280 tonnes et 290 tonnes et 2800 tonnes de produits neufs encore emballés qui arriveraient aux incinérateurs pour être incinérés par an. Mais ça reste très vague, ça ne couvre certainement pas l'ensemble des produits invendus qui sont détruits. Donc voilà, une grande intransparence sur le sujet. Dans votre enquête, vous vous concentrez surtout sur deux catégories de produits, les vêtements et les produits électroniques. Pourquoi celles-ci en particulier? Alors nous sommes attachés surtout aux textiles et aux produits électroniques à cause de leur impact environnemental. Si on considère le secteur textile et la région Europe, disons, ce secteur est le quatrième secteur qui a le plus grand impact environnemental après l'alimentation, l'habitat et la mobilité. Et si vous prenez les produits électroniques, si on prend un exemple concret de l'iPhone 11 par exemple, sa production a généré 72 kilos de CO2 et a nécessité l'utilisation de 12 000 litres d'eau, pour donner un exemple. Et c'est de nombreux métaux, matériaux plus ou moins rares extraits aux quatre coins de la planète, je suppose aussi. Oui, tout à fait. Ça représente combien de tonnes d'invendus détruits du coup? Enfin, dans votre enquête, est-ce que vous avez réussi à faire des estimations? Alors oui, comme nous avons envoyé un questionnaire à 8 détaillants, nous avons pu obtenir certaines informations sur les quantités d'invendus et on a essayé d'avoir une vue d'ensemble de la quantité d'invendus qui seraient détruits. Ça, on a réussi plus ou moins à avoir une estimation pour ce qui est de l'électronique et des produits électroménagers. Donc le questionnaire a été envoyé à 8 détaillants. Nous avons choisi d'envoyer, en ce qui concerne les textiles, le questionnaire à 3 détaillants, les 3 détaillants qui n'avaient pas répondu au Conseil fédéral, c'est-à-dire Zalando, Inditex et H&M. Et du côté produits électroniques, électroménagers, on a sélectionné les plus grands détaillants de produits électroménagers et électroniques qui dépassaient un chiffre d'affaires de 190 millions de francs suisses par an. Donc Foost, Interdiscount, Digitech, Galaxus, Prague.ch et Apple. Oui. Et du coup, ça donne quoi? Il y a beaucoup de différences entre les détaillants? Alors, il y a des différences en termes de transparence. Certains se sont montrés moins transparents que d'autres, en particulier Digitech, Galaxus. Ce qui a justifié pour nous, qui était en tout cas une des justifications pour le fait d'observer un petit peu de plus près ce qu'ils faisaient
Et c'est pourquoi les militants de Greenpeace avaient commandé 25 objets sur la plateforme de Digital Galaxus. Ils les ont munis de traceurs, ils les ont réemballés, ils les ont renvoyés en parfait état de fonctionnement aux fournisseurs. Et ils ont pu observer que 6 sur les 25 avaient été détruits. Ça tombe bien que tu mentionnes ça justement parce qu'on a pris un extrait d'une vidéo que vous avez produite exactement sur le sujet. Vous avez placé des capteurs GPS, notamment sur un toaster dont je te propose de suivre le parcours ensemble en vidéo. Mais les 3 autres, dont notre grippin, sont bloqués depuis quelques jours ici à Bâle, près de la frontière avec l'Allemagne. Nous avons donc pris le train pour aller voir de plus près ce qui se passe. Nous sommes arrivés, les signaux du traceur du grippin et des autres appareils se trouvent juste derrière ce mur. Je n'ai pas envie de l'escalader, alors regardons cela avec un drone. Ce que nous avons vu, c'est un centre de recyclage. Tous ces appareils fonctionnaient très bien, mais ont quand même été détruits. C'est sans doute le sort réservé à mon grippin. Ça, c'est pour l'aspect choc et très visuel. Mais au-delà de l'histoire de ce grippin, est-ce qu'on a des raisons de penser que ça représente vraiment une façon de procéder dans le système de production ? En effet, ceci illustre simplement un phénomène qui est plus généralisé. Une partie des produits neufs finissent détruits. D'ailleurs, Greenpeace Allemagne l'avait déjà montré avait déjà montré que, par exemple, Amazon détruisait de manière systématique une partie des invendus dans ses centres logistiques. Et les entreprises ne font pas assez pour réduire le nombre de produits neufs qui sont détruits. C'est vraiment une aberration environnementale d'avoir fabriqué ces produits, d'avoir extrait ces matières premières, de les avoir montés, transportés, distribués pour finalement détruire les produits. Ça doit arrêter ces pratiques. Et c'est pareil dans l'industrie du textile, en comparaison avec l'électronique ? Oui, largement. D'ailleurs, après avoir reçu les réponses au questionnaire des entreprises, on a essayé de voir est-ce qu'on pouvait, à partir de cela, extrapoler combien de textiles seraient détruits, des textiles neufs seraient détruits provenant du marché suisse. Mais en réalité, en lisant certains articles, par exemple un article publié par Ketip, un journal de protection du consommateur en septembre, en parlant avec des spécialistes des textiles du monde académique, on s'est rendu compte que on devait vraiment mettre en doute les réponses qui ont été données par les entreprises et que probablement les quantités de textiles neufs détruits annuellement provenant du marché suisse pourraient aller jusque 80 000 tonnes, ce qui est absolument énorme. Pour donner une comparaison, la quantité de textiles qui est collectée chaque année dans ces bulles qui sont au niveau des gares ou dans les centres de recyclage, on peut mettre les textiles usagés encore utilisables, on peut les mettre dans ces bulles. Ceux-là, ils collectent en tout environ 50 000 tonnes de textiles. La quantité de textiles détruits pourrait aller jusqu'à 80 000 tonnes. Et on sait en réalité pas vraiment. Donc il y a un vrai décalage entre les réponses officielles et ce qui se passe officieusement. Le risque est grand qu'ils détruisent beaucoup plus que les quelques dizaines de tonnes qu'ils ont mentionnées en répondant au questionnaire. Et certains n'avaient donné aucun chiffre d'ailleurs. Certains étaient quand même très peu transparents de toute façon. Tu mentionnais avant ces entreprises de recyclage ou de revente auxquelles étaient confiés les invendus. Est-ce que les détaillants ont une connaissance de ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, on leur a demandé, ça faisait partie des choses que nous voulions leur demander, c'est quand ils confient une partie des invendus
à des entreprises tierces à des fins de réutilisation ou à des fins de redistribution pour une seconde vie, donc marché de seconde main, etc., est-ce qu'ils exigent des preuves de ce qui se passe réellement? Parce que c'est tout à fait possible que cette entreprise tierce, elle-même, elle ne réussisse à écouler qu'une petite partie, mais qu'une grande partie finisse quand même détruite au bout du compte. Et la réponse, c'est que très peu exigent des preuves, et les seules preuves qu'ils mentionnent concernent les quantités de produits qui finissent recyclés, c'est-à-dire détruits. Ils ne reçoivent pas de preuves de ce qui est effectivement réutilisé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des fois des différences de chiffres, parce qu'il y a cette opacité à ce niveau-là. Ouais. Mais détruire des objets fonctionnels, a priori, ça n'a pas l'air d'être un très bon calcul économique. Pourquoi les fabricants font ça? Ou plutôt les détaillants? Oui, en fait, ils essayent de réduire la quantité des invendus. Ils essayent, quand ils ne parviennent pas à vendre les objets, ils font des rappels, ils font des actions. Ils essayent de réduire la quantité d'invendus. Mais il y a toujours ce calcul économique qui est fait. Quand certains produits sont de plus basse, ont une valeur plus basse, l'entreprise, elle fait son calcul. Est-ce que ça va lui coûter plus cher de vérifier l'état de l'objet, éventuellement le nettoyer, peut-être faire une petite réparation, le réemballer, le remettre dans le circuit de vente, ou est-ce que ça coûte trop cher, toute cette opération? Parce qu'au bout du compte, s'ils le vendent, ils vont le vendre moins cher que cet investissement qu'ils doivent refaire. Et c'est ça qui fait que les produits de basse valeur, ils ont malheureusement beaucoup plus de chances de se faire détruire. Et c'est un peu ça qui a été montré par les militants de Greenpeace qui ont montré que 6 objets sur 6 avaient été détruits par Digital Galaxus. 6 objets sur 25. 6 objets sur 25. Ouais. C'est souvent un calcul qu'on fait d'ailleurs à titre individuel. Quand on doit réparer un objet, c'est souvent plus cher de le réparer que de juste en acheter un neuf. C'est donc un système dans sa totalité qu'on doit, j'imagine, questionner? Oui, le système dans sa totalité, parce que l'économie actuelle, qui est une économie linéaire, favorise malheureusement la production de produits de basse qualité, qui ont une durée de vie très courte. Toutes les entreprises nous poussent à la surconsommation permanente, au remplacement des objets par des nouveaux objets, que ce soit les habits, que ce soit les gadgets électroniques. Et il faut aller vers un système économique qui soit une économie circulaire lente, où on ralentit les cycles, où on produit des objets qui sont des produits qui sont faits pour durer longtemps, pour être réparés. C'est les premiers R, avant le recyclage qui vient quand même plus tard. Oui, c'est ça. Tout ça bien avant le recyclage. Et pour ça, il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités. Il faut que les politiciens prennent leurs responsabilités. Il faut modifier la réglementation dans ce sens. Parlons-en justement. Dans le cadre de cette enquête, vous avez réussi à mobiliser près de 9000 personnes pour envoyer des courriers aux détaillants qui font l'objet de votre enquête. C'est quoi vos revendications et comment ces détaillants ont réagi? Alors en effet, il y a 9000 personnes qui ont envoyé soit un email au CEO de Digital Galaxus en particulier, soit une carte postale. On a ici... J'ai ici apporté un des exemples des cartes postales qui ont été envoyées. Et donc, en effet, Digital Galaxus a fini par réagir à la fois sur son site web, et alors ils ont aussi répondu aux supporters qui avaient envoyé un email au CEO. Ce que nous demandons, ce sont 3 choses concernant les invendus. Dans un premier temps, donc nous demandons l'arrêt de la destruction des invendus, que ce soit de manière directe ou indirecte, en les confiant d'abord à des tiers dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ces objets. Toujours donner priorité à la réutilisation, à la réparation, bien avant le recyclage, puisque du recyclage, en réalité, c'est détruire le produit et ne récupérer qu'une partie de ces matériaux. Et utiliser beaucoup de ressources dans le processus pour le retransformer. Oui, effectivement. Et une troisième chose, c'est nous leur demandons qu'ils exigent de leurs partenaires, de ces fameuses entreprises tierces ou organismes tiers
avec lesquels ils collaborent, demander qu'ils exigent la même chose de leurs partenaires. Mais en plus, bien sûr, nos revendications vont au-delà. Ils doivent aussi transformer leur modèle d'affaires. Chez nos voisins européens, j'ai vu que ça bougeait un peu ces dernières années. En Allemagne, en France, il y a des lois anti-gaspillage qui sont votées. Est-ce qu'on est en retard en Suisse ? Oui, clairement. Il y a déjà des pays qui vont en effet bien plus vite. On peut donner l'exemple de l'Allemagne qui a, depuis 2020 déjà, instauré un devoir de garde. Donc, c'est les organismes qui mettent sur le marché un produit ont un devoir de garde, c'est-à-dire un devoir d'en prendre soin et de faire en sorte qu'il soit utilisé pour la fonctionnalité pour laquelle il a été fabriqué à la base. Et donc, une interdiction de destruction des invendus. Donc ça c'est déjà en vigueur en Allemagne depuis 2020. Et en France aussi, c'est interdit de détruire des invendus ? Alors, en France aussi, c'est un petit peu moins ambitieux dans le sens où ils exigent que les invendus soient soit réutilisés, soit recyclés. Donc, ils mettent le recyclage et la réutilisation au même niveau. C'est un petit peu moins fort, un petit peu moins ambitieux que ce qu'ont fait les Allemands. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen, citoyenne, au-delà bien sûr du niveau individuel? Est-ce qu'on met la pression sur nos élus? C'est quoi les prochaines étapes? Alors en effet, d'une part, en tant qu'individu, on peut déjà faire certaines choses, déjà ralentir un peu le rythme, réfléchir avant de vouloir toujours plus vite, ralentir. Si on a besoin d'un nouvel objet, d'un nouveau produit, penser au partage, emprunter à ses voisins, à sa famille, utiliser les voitures partagées. On n'a peut-être pas tous besoin d'avoir la perceuse pour forer 2 trous dans un mur, ou la robe de soirée qu'on va mettre une fois tous les ans. Il y a des choses qu'on peut comme ça utiliser, emprunter, partager. Puis s'il faut vraiment acheter quelque chose, pensez à la seconde main d'abord, et seulement ensuite acheter du neuf. Si on achète du neuf, privilégier un produit de qualité qui va durer longtemps, que l'on va pouvoir réparer. Donc, il y a toute une série de choses qu'on peut faire au niveau individuel, mais au niveau politique, il s'agit de suivre de près ce que font les politiciens. Il y a en particulier la révision de la loi de protection de l'environnement, qui est en cours maintenant, oui, ici en Suisse, qui est en cours de finalisation. Là, avec certains points positifs, comme une exigence d'éco-conception, mais certains points qui ne vont pas encore assez loin. Cette loi n'est pas encore assez, ce projet de loi n'est pas encore assez ambitieux. Par exemple, la réutilisation n'a pas encore la priorité sur le recyclage. Eh bien, j'espère que vous arriverez à mettre la pression nécessaire pour que cette loi soit ambitieuse. Merci beaucoup, Joëlle Hérin, d'être venue. Merci pour l'invitation. Et merci à vous pour votre écoute attentive. Tous les liens, comme d'habitude, sont disponibles dans la description de cet épisode et notamment l'enquête dont on parlait. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.